Bonjour Gilles-William Goldnadel. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes avocat essayiste, chroniqueur chaque semaine dans les pages du Figaro Vox. On vous lit toujours avec plaisir. On évoquait à l'instant les risques qui pèsent et les menaces sur cette guerre en Iran. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé ce week-end et que vous inspire cette offensive majeure de la part des États-Unis et de la part d'Israël contre l'Iran? Non, écoutez, je dois reconnaître, la surprise vient de la personnalité de M. Trump. Je m'attendais à tout et je m'attends à tout de la part de Donald Trump, qui est quand même quelqu'un d'assez changeant, versatile et un peu mégalomane, disons-le. Et donc, en tout cas, imprévisible. Imprévisible. Et donc, il était capable, effectivement, de le faire, comme de ne pas le faire. Et je vais vous dire encore quelque chose, je n'exclus pas qu'il arrête dans 8 jours. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire, malgré tout, un sentiment d'assurance limitée. Alors, en 2024, vous aviez publié votre journal de guerre, qui revenait notamment sur les conséquences du 7 octobre, sur la sécurité notamment d'Israël et de la région. C'est l'Occident qu'on assassine, disiez-vous à l'époque. Est-ce que justement cette opération conjointe entre Israël et les États-Unis est, à vos yeux, quelque part la suite logique de cette volonté d'Israël de sécuriser, j'allais dire, la région? Je n'ai pas de doute, mais même sur le plan strictement pratique, pardon de vous le dire, l'Iran, des mollahs, c'est le pays qui a armé le Hamas et le Hezbollah. C'est proxy, avec son argent, avec ses conseils, donc il n'y a pas de doute que d'une certaine manière, l'Iran paye aujourd'hui les dégâts qu'il a occasionnés le 7 octobre. Sur le plan de la justice immanente, j'ai déjà vu des choses plus injustes que celle-là. Quand Israël parle d'attaque préventive à propos de cette offensive, on est en plein dans cela, on est en plein dans cette manière de dire c'est une attaque de notre part, mais c'est avant tout pour sécuriser notre territoire. Attendez, qu'on soit clair, et c'est pour répondre aussi aux grands spécialistes du droit international qui s'émeuvent justement qu'on n'ait pas consulté qui que ce soit. L'Iran des mollahs a déclaré la guerre à Israël dès le début. Il est dans l'ADN de la République islamique de détruire Israël. Chaque jour que Dieu, ou plutôt le diable, faisait, il défile dans la rue en disant mort au grand Satan, mort à Israël. Et d'ailleurs, il parle plutôt de l'entité sioniste. Et ils ont, encore une fois, je le répète, armé les ennemis d'Israël pour l'abattre définitivement. Donc, ils sont en guerre avec Israël, ce sont eux qui ont déclaré la guerre à Israël dès l'arrivée de Khomeini à Téhéran. Donc, pardon, c'est pas tellement une guerre préventive, c'est un coup supplémentaire dans le cadre d'une guerre qui n'a pas cessé. Et c'est en ce sens, en tous les cas, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, que Benyamin Netanyahou a pesé de tout son poids en faveur d'une intervention militaire en Iran. Il y avait plusieurs options sur la table, c'est celle-ci qui a été choisie. Et ce qui se passe en ce moment, et notamment l'élimination du guide suprême ce week-end, dans tous les cas, c'est une victoire quand même incontestable pour Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas de doute que le samedi avant-hier, ça a été une bonne journée pour Israël et pour le monde. J'ai pas peur de le dire avec une emphase. Bien entendu, la mort d'un tyran sanguinaire, pardon, c'est rarement un mauvais jour. Alors j'entends Madame Tondelier qui nous explique qu'elle eût préféré que ça se passe devant un tribunal, pardon, mais c'est un vœu tellement pieux qu'il est impie. La réalité, non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie qui est cruelle. Mais il y avait aussi, encore une fois, parce que j'entends des gens dire que non, mais il y avait pas ça pressait pas les armes balistiques, les armes nucléaires, mais bien sûr que ça pressait. Surtout encore davantage, je pense, sur le plan balistique. Alors peut-être que cela pressait, en tous les cas, ça ne nous a pas empêché d'être surpris par ce qui s'est passé. Nous entendions à l'instant, il y a quelques instants, Emmanuel Macron qui s'exprimait samedi matin, Jean-Noël Barrot également, le ministre des Affaires étrangères,
guerre et qui disait qu'il s'étonnait finalement de ne pas avoir été prévenu. Quel rôle pour la France dans cette guerre? Écoutez, non, mais, pardon de faire une différence entre la France et l'actuel président de la République. Malheureusement, j'ai aucun plaisir cynique à vous le dire. Ça fait longtemps que je ne fais pas tellement attention à ce qu'il dit. Il y a un tel décalage entre le dit et le fait. Pardon, M. Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme. Contrairement à ce qu'il avait annoncé. Il n'a pas marché contre le Hamas qu'il voulait démanteler dans le cadre d'un front international lorsqu'il est allé en Israël. Donc il y a beaucoup... Je suis désolé d'avoir à vous dire que c'est souvent sous l'angle psychologique du plaisir de parler que monsieur Macron se pose et pose. L'un de ses grands plaisirs, je pense, c'est quand il est allé à l'ONU reconnaître l'État de Palestine sans respecter ses propres engagements qui dataient de 15 jours auparavant, qui étaient quand même que les otages soient libérés. Mais vous évoquez le plaisir de parler. Est-ce que ce n'est pas là le drame, justement? Parce qu'au fond, on le voit une nouvelle fois dans cette opération, nous sommes réduits à un rôle de commentateur. Mais oui, mais ça, c'est le drame actuel politique français que nous vivons. J'en suis presque à compter les jours. Il ne se passera rien. Ils ne feront rien, et ça tombe bien, on n'attend plus rien. Il n'a pas été consulté. Mais enfin, qu'aurait donné cette consultation, sinon de nouvelles tergiversations? Je n'ai pas beaucoup de plaisir à vous le dire, mais c'est ainsi. Et puisque l'on parle d'Emmanuel Macron, vous savez qu'il doit prononcer cet après-midi un discours sur la doctrine nucléaire française. Est-ce que vous pensez qu'il faut en attendre quelque chose? Je n'en attends rien. Qui est assez sévère avec le bilan du président. Mais mettez-vous à ma place. Il jouait les matamores, j'ai pas d'autres mots, même s'ils sont un peu déplaisants, s'agissant de l'Ukraine. Et là, vous avez un combat existentiel, en tous les cas pour Israël, mais important pour le monde, d'accord? Et pour le monde libre. Il aurait dû avoir à cœur de se mettre au milieu. Bon, alors il n'a pas été consulté, mais maintenant, rien. Donc non, moi, pardon de vous le dire, j'ai d'autres choses à faire. Dernière question sur cette thématique, et puis on va parler ensuite d'une autre actualité qui est importante et qui, je le sais, vous tient à cœur et pour cause. Beaucoup s'inquiètent des répercussions que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient pourrait avoir sur notre sol français, avec notamment le risque de représailles de cette menace terroriste. Vous avez vu que le ministère de l'Intérieur a relevé le niveau d'alerte en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Bien sûr. Le terrorisme islamiste, c'est quelque chose que je crains particulièrement, en ce compris le terrorisme iranien, qui a déjà, je vous signale, je vous donne encore un exemple, et ça fera le lien avec ce dont on va parler après. Vous avez un terroriste iranien qui a été arrêté en Belgique parce qu'il a participé à un attentat sur le sol français à Villepinte contre le mouvement des Moudjahidines d'Iran qui combat le Shah. Il a été arrêté en Allemagne et puis jugé en Belgique. Les Belges l'ont libéré comme ça, alors qu'il avait été condamné, pour que des otages belges soient eux-mêmes libérés. La France n'a émis pas, alors que ça s'était passé sur le sol français, pas même une protestation, rien. Je veux dire, ce sont les preneurs d'otages qui dictent la politique de certains pays, dont, on le voit, la France et la Belgique. Donc oui, ça rend pas très sûr tout cela. Alors, ça rend pas très sûr. Évoquons la situation intérieure, parce qu'il nous reste quelques instants pour parler d'une autre affaire, je le disais, qui vous tient à cœur, qui vous a mis, je crois, en colère. Ce week-end, on se souvient du meurtre en France de Sarah Halimi, qui avait provoqué une vive opinion dans l'émotion. C'était en 2017, avec donc cette femme de 65 ans, on le rappelle, de confession juive, qui avait été rouée de coups, qui avait été défenestrée dans son appartement à Paris par un homme qui, par ailleurs, avait crié à plusieurs reprises à l'Akbar. Vous étiez, vous, au moment du procès, il y a quelques années, l'un des avocats de la famille, l'avocat notamment de la sœur de Sarah Halimi. Et alors, on a appris ce week-end que l'auteur de cet abominable
le meurtre, eh bien, il avait été, on le savait, déclaré pénalement irresponsable, hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années. Il bénéficiait de permission de sortie et il a récidivé ce week-end. Alors cette fois-ci pas pour meurtre, mais pour une séquestration avec vol d'armes pendant ses permissions. Comment avez-vous immédiatement réagi en tant qu'avocat de la famille de Sarah Halimi? Vous trompez. Je n'étais pas en colère. J'étais déjà. Cette affaire m'a plongé dans la résignation la plus totale par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que, encore une fois, la juge d'instruction chargée du dossier, en vérité, n'avait qu'une seule peur, c'est que Traoré soit reconnu coupable pénalement pour un acte antisémite. Elle n'a jamais voulu me recevoir. J'étais quand même l'avocat de la famille, puis de la sœur éplorée. Jamais voulu me recevoir. C'est d'un mépris total pour les victimes. Moi, je ne parle pas de ma petite personne. Pour les victimes, moi, j'avais jamais vu ça. Et ensuite, il y a eu un rapport. Il y a eu un premier rapport de M. Zaguri, expert, qui disait que Traoré, bien qu'il soit drogué au cannabis, etc., à haute dose, était accessible à un châtiment pénal, et au contraire, un autre a dit exactement le contraire. Alors on a et il a finalement été déclaré... Non, il y a un troisième qui a dit entre l'un et l'autre. Et finalement, il a été déclaré pénalement, irresponsable pénalement. Il a été déclaré irresponsable pénalement. Maintenant, ça n'est plus possible. Hein. Il y a une loi qui fait, elle n'existait pas à l'époque, que ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, la cour d'appel de Versailles avait, dans une décision antérieure d'1 an, avait considéré qu'au contraire, la prise de drogue, c'était une circonstance aggravante. Hein. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, si jamais quelqu'un qui a pris de la drogue et qui écrase quelqu'un, un petit garçon sur un passage clouté, considéré qu'il est inaccessible à un sentiment pénal, c'est terrible. Mais moi, j'avais dit déjà à l'époque, quand c'est arrivé, cette histoire-là invraisemblable, j'avais dit, parce que c'était obligatoire, il va sortir et il va récidiver. C'était normal, parce qu'il était prévisible que dès l'instant où il prenait plus de drogue, eh bien, il est normal, Traoré. Moi, je l'ai interrogé pendant les débats. Il n'avait pas pris de drogue pendant les débats. Je vous l'ai montré au juge, justement. Mais il vous répond très bien. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Il vous répond très bien. Donc, on a appris très vite qu'il sortait de temps en temps de l'hôpital psychiatrique. Il avait des permissions de sortie. Mais moi, je comprends l'hôpital psychiatrique, puisque eux, ils déterminent si le type est normal ou pas. Donc vous, ce que vous visez, c'est plutôt ce qu'ont dit les juges. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un traitement idéologique dans cette affaire? Bien sûr, mais bien sûr. Traitement idéologique de la juge et également de la chambre d'instruction, qui a même refusé, ce qu'on ne refuse jamais, une reconstitution sur les lieux en présence de Traoré. Mais je veux vous dire tout de suite quelque chose, c'est très important pour moi. C'est que je me montre là, et comme souvent, très critique envers la justice française. Mais c'est une partie de la justice française. Par exemple, l'affaire Knoll, j'ai défendu la famille Knoll juste après, c'est l'exact anti-affaire Halimi. Les juges, dans leur ensemble, se sont comportés normalement, donnant la chance à la partie civile, donnant la chance aux accusés, bien entendu. Croyez-moi, c'est très important à mes yeux. Donc, il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la justice française, mais malgré tout, je dois reconnaître, lorsque vous avez un syndicat de la magistrature qui représente 30% à peu près des juges syndiqués, quand on se rend quelque part, on ne se rend pas en sifflant. Les juges vous répondent, j'allais dire toujours la même chose. Ils vous disent, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Oui, enfin non, mais cette réponse-là, elle ne veut strictement rien dire. Vous pensez que c'est de la mauvaise foi? Ah ben je pense, il m'arrive de tomber sur des juges butés. Attendez, les juges du syndicat de la magistrature qui ont fait le mur des cons, ce sont des juges de bonne foi. Vous pensez que quand M. Sarkozy, il tombe sur une juge d'instruction du syndicat de la magistrature, il arrive en sifflant? Mais c'est pas comme ça un être humain. Un être humain, même... non, vous n'êtes pas... D'ailleurs, le syndicat de la magistrature lui-même, dans ses écrits, écrit qu'ils ne veulent pas se comporter de manière totalement impartiale.
ils ont plus de sympathie pour celui qu'ils se considèrent comme le plus faible, même s'ils se trompent complètement, que contre le plus nanti. Donc non, il y a une partie, j'affirme, qu'il y a malheureusement une partie du personnel judiciaire français qui n'est pas bon juge, si j'ose dire, et qui se conduit de manière idéologique. Et vous appelez aujourd'hui à ce que le procès autour du meurtre de Sarah Halimi soit rouvert? Oh non, vous savez, en ce qui me concerne, moi, je n'y crois plus. Je vous le dis très franchement. C'est ce que demande la famille. Une partie de la famille. Une partie, non, mais je ne veux pas du tout entrer dans une polémique dans cette histoire. En ce qui me concerne, je dois vous dire que j'ai fait mon deuil, même si ça n'a pas été facile, de cette affaire. Merci Julian Gondel, merci d'avoir été avec nous, avocat donc notamment de la sœur de Sarah Halimi dans cette affaire. Avocat, vous êtes également essayiste et je le disais chroniqueur pour le Figaro Vox. On vous retrouve dans les pages du Figaro. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir que l'on vous lit. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain midi et ce sera avec Anne-Emmanuel Isaac. Excellent après-midi à tous.